D'abord, c'est un texte qui a son importance, même si c'était un texte effectivement très technique et très juridique, mais c'est un texte important tout simplement parce qu'il permet de traiter de la qualité de vie et d'habitat de plus de 1 500 000 logements et donc peu ou prou 4 millions de Français. Et donc l'idée c'était véritablement de faire en sorte qu'on ait un texte qui soit pratico-pratique, qui facilite en quelque sorte la vie des collectivités, de celles et de ceux qui ont à traiter des enjeux d'habitat dégradé. Et donc du coup nous avons avec mon collègue Guillaume Vuilletet fait en sorte que ce texte soit facilitateur de quotidien. On était vraiment dans une logique de boîte à outils. Faire en sorte que les collectivités, les acteurs, les syndics, les syndicats de propriété aient des outils pour éviter la dégradation des biens. Et s'il devait y avoir un mot qui soit une signature dans ce projet de loi, qui maintenant est une loi, ça a été voté, c'est le mot anticipation. Faire en sorte qu'on puisse arriver avant que les désordres soient trop importants, avant qu'on soit obligé forcément de démolir, avant qu'on soit obligé de traumatiser aussi et les habitants et un peu le quartier, parce que brusquement on va dire aux gens partez, et on va vous reloger ailleurs, et pouvoir intervenir sur le bâti tel qu'il est. D'abord, les sociétés publiques locales nécessairement ont un rôle. Elles sont actrices de territoire, elles sont engagées dans notamment l'aménagement urbain et certaines d'entre elles ont quelques spécificités. Je prends notamment les SPELA d'aménagement, voire même des SPELA IN avec des intérêts nationaux et elles sont au quotidien dans, je dirais, les mains dans le cambouis à traiter les difficultés que l'on peut avoir sur l'habitat indigne et dégradé. Vous le savez, nous avons dans notre patrimoine du patrimoine ancien, très ancien, avec des propriétaires qui n'ont pas toujours les moyens d'entretenir leurs biens. Ça, c'est dans le meilleur des cas et dans le meilleur des intentions. Il y a aussi des propriétaires qui font office de marchands de sommeil et qui achètent à escient des biens pour les laisser dépérir et les louer de façon éhontée à des gens qui sont en grande précarité. Et donc, bien évidemment, lorsque on est SPLA et qu'on a un objectif d'aménagement donc du territoire, eh bien, il faut avoir les bons outils pour précisément aller plus vite dans la réappropriation des espaces, la réhabilitation du bâti et faire en sorte que les habitants vivent mieux. Donc on a un système qui, c'est peut-être le deuxième mot qu'il faudrait prendre, c'est de simplification et de sécurisation des dispositifs, et en particulier dans la définition qui est donnée des opérations de restauration immobilière, et on l'a même étendu au plan de sauvegarde et aux ORCOD dans le texte de loi. Pourquoi la prise en compte de la performance énergétique? On voit bien que, d'une part, c'est un peu le sujet du moment. Il y a énormément de fonds qui ont été débloqués par le gouvernement pour assurer la transition énergétique du bâtiment. Et non seulement parce que c'est une nécessité écologique, on a des objectifs de sauvegarde de la planète, mais on voit bien que dans cette période très particulière, on est aussi sur des objectifs de pouvoir d'achat. Quand on dit qu'on ne voudra pas qu'il y ait des F et G dans les logements qui seront concernés, c'est aussi parce qu'on sait très bien que quand il y a une facture, quand il y a une passoire thermique, d'une part, la santé des gens peut être en cause parfois. Souvent, ça veut dire que le bâti n'est quand même pas en très bon état. C'est rarement parce que c'est génial, mais aussi parce que derrière, ce sont des charges pour les locataires qui sont considérables. Alors, soit ils les payent, et c'est eux qui sont en difficulté, soit ils les font payer par des aides, et dans ce cas, c'est la collectivité qui s'y substitue. Donc, c'était important de pouvoir faire rentrer cette notion-là dans les périmètres. D'abord, c'est une meilleure association plus en amont. Lorsqu'il y a des situations d'indignité ou d'habitat dégradé qui sont constatées, c'est de pouvoir intervenir plus tôt. Aujourd'hui, une des difficultés, c'était que l'intervention de la puissance publique arrivait tardivement. Bon, vous avez plusieurs graduations dans l'intervention de la puissance publique. Ça peut aller aux opérations de restauration immobilière, les ORI, ça peut aller vers des plans de sauvegarde, ça peut aller jusqu'aux ORCOD. Tout ça
je dirais, monte en puissance au fur et à mesure du niveau de dégradation du bâti. Et quelquefois, les maires n'étaient pas toujours, ou les présidents de PCI d'ailleurs, n'étaient pas toujours associés aux bonnes étapes. Donc là, typiquement, dès lors qu'il y aura par exemple des décisions qui seront prises par des assemblées générales de copropriété pour faire des travaux, eh bien les maires pourront d'abord s'inviter aux assemblées générales, ça c'est un fait, et en même temps être mieux associés et mieux informés surtout de la réalisation des travaux. Donc ça c'est typiquement quelque chose qui est intéressant, et c'est la raison pour laquelle notamment nous avons voté un dispositif qui s'appelle le prêt collectif et qui a pour but à un conseil syndical de contracter un prêt au titre de la copropriété et non pas au titre de chaque copropriétaire, de façon à pouvoir là aussi financer les travaux de réhabilitation. Je dirais une des grandes avancées du texte, c'est la lutte quand même contre les marchands de sommeil. Parce qu'il n'y a pas d'habitat des grandes D sans marchands de sommeil, c'est-à-dire sans propriétaires qui investissent souvent à bas coût dans des appartements pour exploiter la misère humaine. Et donc nous avons très nettement durci le quantum des peines dans le droit pénal. Et puis, nous avons aussi créé un nouveau délit de location irrégulière dissimulée, c'est-à-dire lorsque, par exemple, quelqu'un vous loue un appartement sans vous faire signer de bail, eh bien, dorénavant, ce sera un délit et donc puni pénalement. Donc, là aussi, je pense que c'était important et on nous attendait tout le monde, tous les acteurs, à dire vrai, institutionnels comme le grand public, pour durcir les peines et montrer que l'État était intraitable face à ces exploiteurs ou à ces gens qui aujourd'hui exploitent la misère humaine. Donc voilà, cette boîte à outils qui est à la disposition, à la main des collectivités et aussi parfois à la main des syndics et des syndicats de copropriété, doit permettre d'agir, encore une fois, en anticipation, de façon simplifiée et de façon sécurisée.